Bonsoir tout le monde. Bonsoir Swané Ndeye, Ndeye Swané. Bonsoir chers élèves. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Oui, ça va bien, Alhamdulillah. Tamsir, mon ami Tamsir, comment tu vas? Alors, donc, Tamsir, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est qui encore? C'est Fatima. Fatima Chan. Comment tu vas? Oui, ça va bien, alhamdulillah. Et les révisions, ça se passe bien? Oui, ça se passe incorrect. Alors, vous avez fini, vous avez terminé le programme, sinon il reste Non, encore des cours à dérouler. Dans non, quel... on est en train Allez-y, de faire le théâtre. de faire. Le théâtre. Ah, On est vous avez presque. commencé à... Ah, c'est Oui. bien. Le théâtre, c'est bien. Donc, vous êtes... c'est presque la dernière leçon, ou Oui, un peu l'avant-dernière leçon. oui, oui. Ah, c'est bien. Donc, nous allons y revenir. On a un peu fait un cours sur le théâtre ici. On avait un peu anticipé pour vous donner un peu quelques orientations, mais davantage, vous allez vous rendre compte que nous allons juste, après la poésie, revenir encore sur le théâtre pour quand même revoir comment disserter en théâtre. Comment faire? Aujourd'hui, d'abord, je vais vous présenter pour la première partie, quelle est la copie idéale d'un candidat à l'examen, à l'épreuve de dissertation au bac? La copie idéale, ça dit qu'en fait, comment on doit présenter notre copie. Ça, c'est important. Souvent, les élèves méconnaissent souvent les étapes de la dissertation où, effectivement, ils ne savent pas les attentes un peu du correcteur. Quelle est la copie vraiment la plus magnifiée sur le plan donc de la qualité à l'examen pour un candidat, un bon candidat? Comment nous, en tant que professeurs, nous aimerions alors euh, effectivement voir la copie d'un élève à l'examen? Alors, et souvent, si nous tombons sur ces copies-là, comment ces copies-là parfois sont bien valorisées, sont bien appréciées. Et je vous dis, c'est d'abord une question de forme, la présentation. La copie au bac, à l'épreuve de la dissertation, c'est votre identité. Le professeur qui vous corrige, qui vient de Fongolemi, qui vient de Barkedji, qui vient de Ranérou, ou quelque part, en tout cas dans le Sénégal, qui débarque à Dakar, qui débarque dans un endroit, donc un peu parfois il y a des correcteurs qui viennent pour la première fois dans une ville ou dans une commune pour corriger le bac. Alors, ce professeur-là, alors, il est dans un environnement qui lui est parfois étranger et par conséquent, il ne connaît personne là-bas, il ne connaît pas l'élève. Maintenant, tout ce qu'il a pour apprécier l'élève, c'est d'abord la copie de l'élève est la carte d'identité de l'élève. À travers votre copie, déjà, le professeur pourrait lire votre niveau, certainement, niveau sur le plan intellectuel, à quel niveau vous avez maîtrisé les enseignements alors, que vous avez reçu pendant une année scolaire et le professeur peut évaluer en fonction du, du nombre d'arguments, d'exemples, etc., votre également maîtrise d'un sujet bien déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà des leçons, des compétences littéraires, il peut dire également par rapport à ce sujet principe, quelle est la quantité de bagages intellectuel dont dispose l'élève pour affronter cela. Donc, le professeur pourrait évaluer cela. Mais au-delà de ça, votre psychologie. Comment votre psychologie? À travers votre façon d'écrire déjà, on peut déjà identifier quel type d'élève nous avons. À travers l'organisation de vos réflexions, on peut déjà identifier quel type d'élève nous avons. C'est comme si le professeur, tout en corrigeant, a déjà une image de vous. Alors, il peut se dire que c'est un élève qui est vraiment
bien méthodique, bien organisé, alors qui écrit lisiblement, qui est peut-être naturellement quelqu'un vraiment de très organisé. Comment il pourrait savoir si vous êtes organisé ou pas? C'est dans la façon d'abord de réfléchir, de construire des phrases, des paragraphes, des petits. Il faut comprendre, et l'élève, quand même, non seulement maîtrise les techniques, mais aussi, dans la vraie vie même, c'est quelqu'un de très organisé. Toutefois, attention, votre copie et votre présentation et votre petite dentelle. Le correcteur vous appréciera à travers maintenant la copie que vous allez lui présenter. Et si la copie est vraiment très présentable, à l'examen, je ne vous le cache pas, très souvent, on voit dans le barème, on nous propose 2 points pour la présentation, uniquement pour la présentation. Pour les élèves qui pensent qu'on ne peut pas avoir 20 sur 20 en dissertation, mais on peut avoir 20 sur 20. D'autant plus que les points sont répartis. Et souvent dans la répétition, il y a 20 points. On te dit présentation de l'élève, introduction, lui donner temps, développement, s'il fait 3 parties, s'il fait 2 parties, de chaque partie, on va attribuer à chaque étape donc, de l'exercice de 1 ou 2 points. Parfois, il y a des 0,5 sur les transitions et tout. Alors, le niveau de langue, parfois également, est noté. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les 20 points sont répartis. Et maintenant, à travers cela, le correcteur qui voit une copie doit l'apprécier. Apprécier quoi? La présentation de la copie, si elle est parfaite, si elle est bonne, parce qu'une copie parfaite peut-être n'existe pas, il peut effectivement d'emblée lui accorder 2 points, alors qu'il n'a pas encore lu le contenu. Pour les élèves qui pensent que la présentation de la copie n'est pas importante, elle est fondamentale. Parce que le professeur ne vous connaît pas. Bon, le professeur en classe vous connaît. Par exemple, il peut même, à travers les écritures, chez lui, même si vous n'avez pas mis votre nom, parce qu'il y a des élèves parfois qui oublient de mettre leur nom sur leur copie. Là également, ce sont des détails qu'on peut psychologiquement commenter. C'est-à-dire qu'un élève qui, à l'épreuve, a oublié de mettre d'abord son numéro ou bien de mettre son nom et son prénom, de mettre parfois sa classe, on peut déjà identifier, surtout s'il est coutumier des faits. S'il le fait très souvent, le professeur pourra dire que cet élève, il est comme ça. Il est désordonné, il est farfoli, il est stressé, il est tête. On peut quand même, sans vous voir, voir votre personnalité et à travers quoi? La copie que vous allez présenter au professeur. Donc, comment elle doit être cette copie-là? Je vais vous dire, l'expérience, parce qu'on a 20 ans, peut-être plus de 20 ans d'expérience, on a été convoqué au bac pour corriger, en tout cas, on a cette expérience de corriger plus de 20 fois, encore le bac. Alors, les élèves souvent qui ont le vent en poupe, ces élèves qui, avec la faveur des pronostics, c'est-à-dire que les élèves qui sont très bien appréciés à l'examen sont les élèves qui présentent les meilleures copies. C'est pourquoi maintenant je dis, souvent, faites, on doit même, parce que les copies à l'examen ne sont pas parfois souvent les mêmes qu'on utilise à l'évaluation, par exemple, d'un devoir ou quelque chose. Même si je sais que dans certains établissements, alors, tous les élèves qui sont en classe d'examen, au moment d'une évaluation, simple même d'un devoir, l'école est bien organisée pour leur fournir des copies qu'ils ont l'habitude, des feuilles qu'ils ont l'habitude même de voir à l'examen. C'est-à-dire que les habituer à pratiquer ces copies-là. Parce que si vous avez l'habitude de prendre des feuilles doubles, par exemple, pour déchirer votre cahier pour faire un exercice, parfois vous aurez du mal, parfois, quand on vous donne à l'épreuve de l'examen, on vous présente une autre forme, d'autres formes de copies, d'autres formes de feuilles, etc. Vous pouvez être dépaysé. C'est pourquoi certains établissements vous habituent déjà à ce qu'on appelle la copie alors, de l'examen. Et par conséquent, vous allez vous habituer à ça parce que, effectivement, comme le disent d'autres, 20 fois sur le métier pour dire qu'en fait, quand vous avez l'habitude d'expérimenter, d'écrire sur ces copies, vous savez comment vous organiser. Si, par exemple, dans une dissertation, il y a une marge à laisser, comment tracer et laisser cette marge? Où est-ce qu'il faut mettre le sujet?
où est-ce qu'il faudra effectivement, combien de lignes il faut sauter entre l'introduction et le développement, combien de lignes entre le développement et la conclusion, entre les différentes parties, combien de lignes, entre les différents paragraphes, comment procéder, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans la première partie de notre intervention, nous allons vous voir, compte tenu des expériences que nous avons eues à glaner pendant donc les convocations, nous allons vous montrer effectivement quelles sont les copies qui ont été les mieux appréciées par les professeurs, même avant la correction, avant de lire le contenu, comment doit être présenté. Maintenant, après, le contenu, comment on doit organiser, tout ça, on va essayer de mettre ça en évidence pour vous permettre un peu de faire. Mais un conseil, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'expérimenter, Hmm? alors, vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît. Alors, ben, voilà. Si vous n'avez pas encore l'occasion d'expérimenter euh, les feuilles, le modèle de feuilles qu'on donne à l'examen, moi, je pense que c'est encore le moment, plus ou moins, parce que même si parfois dans certains établissements, même si pendant les évaluations de devoirs et de composition, on ne donne pas ces feuilles-là, mais pendant l'examen blanc, par exemple, quand il y a un examen blanc, il y a beaucoup d'établissements qui organisent des examens blancs. À l'échelle même de l'IA de Dakar, on vient d'organiser un examen blanc dans le privé comme dans le public. Et par conséquent, donc, ce sont les modèles de feuilles que vous avez l'habitude de voir. Et si vous êtes habitué à ces feuilles-là, vous êtes déjà assez bien outillé pour quand même, effectivement, pouvoir organiser convenablement votre devoir. Alors, la dissertation, la copie de la dissertation, comment elle doit être copie de dissertation. Alors, alors, souvent, vous voyez, il y a une grande feuille qui est donnée. Une feuille d'une certaine dimension, d'ailleurs, qui est une dimension, alors, assez grande. Souvent, imaginez des élèves qui ont l'habitude de prendre de petites feuilles, comme les cahiers de 32 pages, etc., qui ont l'habitude d'écrire sur ces genres de feuilles-là. Si vous vous retrouvez avec la grande feuille, parce que dans un devoir, vous pouvez remplir la feuille double, plus maintenant même d'autres feuilles, etc., pour quand même réussir une dissertation avec trois parties. Si on vous donne la grande feuille, vous voyez que la dimension a un peu augmenté et par conséquent, si vous écrivez, rien que si l'introduction dans la petite feuille, la feuille que vous avez l'habitude d'employer, vous aviez vous aviez par exemple le début de l'introduction, ou bien les deux, après avoir écrit le sujet, après avoir également mis en évidence la consigne du sujet, ensuite, on doit effectivement sauter une ligne. Minimum, on saute une ligne. Mais à ce niveau-là, après avoir sauté une ligne, parfois les élèves n'arrivent pas, par exemple, pour la première fois, si c'est le petit format, à remplir, à faire l'introduction à partir donc du reste de la copie. Souvent, effectivement, il ouvre donc la deuxième page pour pouvoir, effectivement, il y a des élèves qui prennent toute cette partie-là pour quand même réussir à, rien que l'introduction, à mettre en évidence les six étapes de l'introduction. Voilà. Alors que l'épaisseur qui est dans l'autre dimension, dans le fil, effectivement, vous pouvez, à partir, donc, après avoir écrit le sujet, là, il y a une partie qui est réservée un peu à des détails. Il y a des informations si c'est la copie de l'examen. Donc, c'est ces informations-là, parfois, c'est uniquement nom, prénom, etc. Nom, prénom, ensuite numéro de table, etc. Tous les détails. Là, peut-être que vous avez déjà une idée de ça. Sinon, il y a des examinateurs qui peuvent vous aider à voir ça. Moi, ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Maintenant, l'autre part, c'est quoi? Là où il faut commencer le devoir, et tu mets sujet. Alors, tu écris le sujet. Parfois, la dissertation, c'est sujet 3. Pourquoi sujet 3? Parce que souvent, le sujet 1, vous le savez, c'est le résumé sur discussion. Le sujet 2, c'est le commentaire. La dissertation, parfois, on met 3, sujet 3. Sujet 3, ça signifie donc l'épreuve 3. L'épreuve 3. 3.
parce qu'il y a 3 épreuves qui sont proposées en mai. Alors, dans l'épreuve 3, maintenant, il y a des élèves qui peuvent être sujets. Après, maintenant, ils mettent dissertation. Voyez-vous, au lieu de mettre directement sujet et que vous mettez directement le sujet, non, vous mettez ici sujet, c'est l'épreuve, c'est l'exercice en tant que tel, c'est dissertation. L'exercice en tant que tel, c'est dissertation. Alors, c'est différent maintenant du sujet, carrément de la dissertation. Ça, c'est le sujet comme on pourrait dire partie 3 ou bien preuve 3. Mais on met les termes que nous utilisons, si vous regardez les feuilles même de bac, voyez-vous, on met sujet 1, résumé subscription, sujet 2, on met commentaire, et sujet 3, on met dissertation. Mais dissertation, c'est le sujet comme qui dit l'épreuve numéro 3 ou l'exercice numéro 3. Après, maintenant, on décale pour mettre ici le sujet maintenant de réflexion. Ouais. Donc, il y a 2 sujets. Le sujet, quand même, qui est donné comme étant le sujet comme épreuve, et l'autre sujet qui est le sujet de réflexion sur quoi pour apporter donc votre analyse, n'est-ce pas? Et là, parfois on met 2 points, on le souligne, on met 2 points, on dit, par exemple, la poésie est l'exaltation de la puissance du verbe, de la puissance du verbe. Alors, donc, après, là, c'est ce qu'on appelle l'énoncé. L'énoncé, c'est différent de la consigne. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on a besoin d'écrire la consigne? Oui, on recopie également la consigne. La poésie est l'exaltation de la puissance du verbe. C'est ça le sujet. Et là, on vous dit, alors, à la ligne, on voit à la ligne, parce que ça, c'est l'énoncé. Un sujet de dissertation est composé de 2 étapes. La première étape, c'est l'énoncé. La deuxième étape, c'est la consigne. Parfois, on n'a pas besoin de mettre en évidence cette étape-là. On ne dit pas la consigne. Mais on met, alors, sujet 3, dissertation. Sujet maintenant de réflexion, on donne la poésie et l'exaltation de la puissance du verbe. Et là, on vous dit, parfois, il y a des termes qu'on utilise. Là, la consigne, parfois, dans une argumentation bien structurée, on dit dans une argumentation bien structurée, n'est-ce pas? Vous allez d'abord, vous allez, alors, d'abord, alors, évoquer la dimension, alors, divine du poète. Là, c'est la consigne. La dimension divine du poète. On peut bien parfois, à la ligne, parfois, on peut continuer. Ensuite, vous allez tenter, parfois même on dit, vous allez tenter de mettre en relief, alors, la fonction, alors, militante et enfin, la fonction, alors, lyrique, alors, du, dit genre littéraire, pour ne pas reprendre la poésie, genre littéraire. Et là, vous avez déjà un sujet. Dans le sujet, l'énoncé, c'est, alors, comme vous l'avez vu, l'énoncé, c'est, alors, la poésie et l'exaltation de la puissance du verbe, de la puissance du verbe. La consigne, à ce niveau, c'est, alors, dans une argumentation bien structurée, vous allez donc, etc. Là, c'est la consigne. Donc, là, vous devez réécrire. Il y a des élèves qui ont la paresse. Ils vont mettre également
sujet 3 uniquement, dissertation, et ils commencent leur dissertation sans recopier le sujet. Là également, c'est une erreur monumentale, une erreur très grave. Il faudra prendre la peine de recopier l'énoncé du sujet et également la consigne. L'énoncé du sujet et la consigne. Après, maintenant avoir fait cela, qu'est-ce qu'on fait? On peut sauter, pour commencer notre dissertation, sauter des lignes. Il y a des gens qui ferment carrément, bon, qui vont trouver une façon de fermer carrément cette partie-là. Là, on saute une ligne et on essaie d'encadrer. Il y a des gens qui vont laisser, là, c'est la marge, et là, c'est là où ils vont faire le devoir. D'autres disent que non, je vais faire un tiré, mais je ne vais pas, je vais faire un tiré de 2 carreaux, je vais sauter 2 carreaux ou 3 carreaux, parfois, pour la marge. Par exemple, 1, 2, 3 carreaux pour la marge, mais je n'ai pas besoin de fermer parce que quand on ferme ici, c'est comme si euh, j'ai fermé, donc cette dissertation-là n'aurait pas de rapport avec ce que je vais dire. Donc, je ne ferme pas. Mais dans tous les cas, que vous fermez, que vous ne fermez pas, l'essentiel, c'est quoi? Ce qui est fondamental ici, c'est la marge à laisser. La marge, c'est souvent pour le professeur, là, cette partie-là. Cette marge-là, c'est là où le professeur va annoter, etc., mettre ses remarques s'il a des fautes, etc., qu'il mette en évidence là. Cette partie-là en gris, c'est ça qui est la marge. Alors, cette marge, c'est là où le professeur va aller. Mais il faut prendre un 3 carreaux et vous faites un tiré comme ça pour séparer. C'est là où vous devez commencer à écrire. Mais là également, il y a une chose à déterminer. C'est l'introduction, certes. C'est l'introduction. Alors, cette partie-là, c'est l'introduction que je dois démarrer. Mais je ne vais pas écrire introduction. Je démarre uniquement l'introduction. Le correcteur pourra savoir qu'effectivement, cette partie-là, c'est l'introduction. Même après avoir mis en évidence cette barre-là qui va séparer, donc pour montrer la marge, je dois, pour démarrer mon introduction, voir 2 carreaux. Parce que tout simplement, là, je dois laisser ce qu'on appelle l'alinéa. Si je dois commencer, Didi, la poésie, alors, étant, donc, je commence, par exemple, je vais faire une citation. La poésie est un don, virgule, une forte pension, virgule, disait le professeur Mansournian. Le professeur Mansournian. Voilà, point. Imaginez donc, on parle de la poésie, on en parle de la fonction divine, et je dois commencer. C'est la passe par la citation. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la citation en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est cette marge-là à laisser, une marge de 2 carreaux. Cette partie-là, cette étape-là à laisser de 2 carreaux, qu'on appelle souvent, qu'on appelle alinéa. Cette partie-là, qu'on appelle alinéa, n'est-ce pas? Cette partie-là, on l'appelle alinéa. C'est ces 2 carreaux. Vous n'avez pas besoin de mettre des points, c'est un vide. Je peux même effacer tout ça, c'est juste un vide. Vous n'avez pas besoin de mettre un point ou quelque chose comme ça. Alors, euh, la première partie, non. Seynabou Laïnia. Non. Tout le paragraphe constitue, l'introduction constitue un paragraphe. Et par conséquent, en démarrant votre dissertation, vous devez laisser une marge de 2 carreaux. Parce que vous allez vous rendre compte que tout le reste est vraiment compact. Alors, tout le reste est vraiment compact. C'est-à-dire que c'est pas uniquement c'est une boulaye. Dès que tu ouvres le bal avec l'introduction, laissez une marge de 2 carreaux. Laissez une marge de 2 carreaux, fondamentalement. Vous laissez une marge de 2 carreaux et c'est ce qu'on appelle un retrait alinéa. Oui, Mamdiara Souram, Mamdiara, vous voulez Monsieur, intervenir? Allez-y. monsieur, ici, dans la partie jaune, Hein? dans les feuilles d'examen, nous, on a l'habitude de travailler parfois dans ces feuilles-là.
Ouais. Mais déjà, il y a une ligne noire qui fixe déjà cette marge. Est-ce qu'on va davantage faire une autre marge? Par Alors, exemple, dans les feuilles d'examen, vous comprenez ce que je veux dire? répétez, s'il vous plaît. Je vous Dans les entends. feuilles, dans les feuilles en format examen, dans les feuilles, Oui, dans ces oui, grandes feuilles-là, oui. lorsqu'on est en face de ces feuilles-là, il y a une marge. Par À exemple, une la marge marge jaune. naturelle, Oui, il y a une je marge sais. naturelle. Ouais, ils ont Oui, mais déjà cette marge. délimité Hmm, cette marge. voilà, maintenant, Oui. je suis d'accord avec vous. Alors, cette marge-là. Oui, Et même pourtant, dans les autres feuilles, il y a une marge, hein. Même dans les feuilles oui, classiques, là, il y a oui, une oui, marge. oui, oui, Est-ce que pour autant, vous n'allez pas décaler de 2 carreaux pour oui, quand bien même sûr. mettre une barre? Ah, mais c'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est le même principe ici. Là, ça fait partie des critères de la dissertation. Attention. Maintenant, ce que je dois préciser, il y a des professeurs qui vous tiendront rigueur sur ça. Parce qu'effectivement, ils ont rencontré, ils ont une formation où on le dit que ça fait partie de l'organisation, de la présentation de la dissertation, quelle que soit maintenant la feuille, de me laisser une marge que l'élève lui-même va laisser pour donner au professeur le soin de mettre quelque part les annotations. Alors, D'accord. c'est ça. Ça, c'est un principe qui est acquis. Maintenant, il y a des gens, comme vous dit, hein, il y a des professeurs qui vous diront que oui, c'est pas grave, etc. Moi, par exemple, Mame Diarra, moi, personnellement, je vous dis, j'essaye d'être très précis avec mes élèves. Pourquoi? Parce que je ne sais pas sur quel professeur ils vont tomber. Mhm. Naturellement, je pense que je suis de ceux qui pensent que bon, c'est pas grave hein, si l'élève commence par ça ou commence par là. Mais non. Mais parce que moi, je peux tolérer et qu'il y a un autre professeur qui peut ne pas tolérer. Oui, c'est vrai. Alors, autant maintenant préparer mes candidats à ça. Mhm. Voyez-vous, si vous avez idée du professeur qui va corriger mes élèves, je pourrais leur dire comment effectivement, voilà, qu'est-ce que ce professeur-là peut tolérer, qu'est-ce qu'il ne peut pas tolérer, donc faites ceci, faites cela pour ne pas quand même. Mais puisque je ne peux pas l'imaginer, aucun professeur, il ne peut que encadrer ses élèves de terminale. Mais Mhm. dire que c'est tel professeur qui va venir corriger mes élèves, non, il ne peut pas le faire. Mhm. Le bac est tellement sérieux qu'à l'office du bac, actuellement, là où je vous parle, je ne connais pas encore dans quelle ville même on va me convoquer pour la correction. Je ne peux pas connaître. Personne ne connaît pour le moment. C'est à quelques semaines du bac qu'on va sortir une liste pour dire que M. Diak sera à Fongolemi, M. Diop sera à Mbarkédi, etc. Voilà, c'est comme ça. Et donc, par quoi? Donc, il y a autant de profs. Moi, j'imagine donc le professeur le plus compliqué parce que effectivement, il faut le dire, il y a des professeurs qui sont. Moi-même, mes élèves me disent que je suis trop sévère par rapport à d'autres professeurs. Il faut dire qu'effectivement, ça dépend. Ça également, ça dépend de votre formation, ça dépend de. Voilà, il y a beaucoup de considérations. Mais Oui, monsieur, je autant, comprends. autant maintenant respecter Mhm. cela comme ça. Mhm. C'est bon? D'accord. D'accord, On y oui, va? merci. Oui. Voilà. Jaajëf. Jaajëf Maïda. Heureux toujours de vous entendre, hein. C'est bien les interventions pour permettre un peu de rencard. Alors, donc, cette partie-là qu'on appelle la marge, elle est importante. Et je commence donc mon introduction à ce niveau. J'avais dit que je n'avais pas besoin de mettre introduction. Je n'ai pas enlevé introduction, mais c'était juste pour dire que c'est la partie introduction. J'ai fini mon sujet et j'ai mis le sujet, j'ai mis la consigne, je saute une ligne. Parfois, il y a des gens qui sautent 2 lignes, mais la règle un peu minimale, c'est on saute une ligne. Et quand tu sautes une ligne, et là, tu peux effectivement. Et là, j'ai commencé ma dissertation par une citation. La poésie étant dans une forte tension. J'ai dit, disait le professeur Mansour Nia. Et là, je peux continuer mon travail. Alors, alors, point, Mansour Nia, point. Et là, je continue en disant, alors, il faut que j'explique. Dans la forme de la dissertation, quand tu fais l'approche par la citation, quand tu fais l'approche par la citation, et tu ne peux pas ne pas expliquer ces citations. Et souvent, les expressions qu'on emploie, on peut dire, il ressort de ses propos. Et là, pour expliquer, il y a des gens qui préfèrent, autrement dit, en d'autres termes, quelle que soit votre position, en tout cas, on peut dire, il ressort alors de ses propos. Alors, ça, c'est une expression que, et là,
Je vais expliquer maintenant en détail en continuant. Mais toute l'introduction doit constituer un seul paragraphe. Toute l'introduction doit constituer un seul paragraphe. Je vais énoncer l'idée, je vais amener l'idée ou amorcer l'idée. Je vais amorcer donc le sujet. Je vais également poser le sujet. Je vais le reformuler. Je vais dégager la problématique. Je vais dégager également le paradoxe et le plan, qui se trouvent être les 6 étapes de l'introduction. On y reviendra. Maintenant, je continue jusqu'à la fin donc du paragraphe. Et là, je peux même continuer sur la deuxième ligne. Je vais faire également, je vais tirer, alors faire une ligne verticale comme ça pour, effectivement, il faudra le faire avec un crayon, avec une règle. Hein. Là, je dois quand même marquer une règle, ça ne doit pas être incliné pour quand même donner une bonne impression de votre qui. Là, je vais chercher même une règle comme ça et je trace pour que ça soit vraiment bien vertical. Alors, c'est comme ça et je continue. Souvent, mon introduction à la deuxième page, n'est-ce pas? Tout ceci constitue un paragraphe. Fatima Cham, Oui, monsieur. oui, Pour allez, l'introduction, pour oui, l'introduction, oui, au niveau de la problématique et reformulation, toujours, oui. j'ai eu des problèmes pour, je ne sais pas, Voilà, mais Fatima, dans cette dissertation, quand je le fais, je merci, vais faire tout. merci beaucoup. Fatima, Oui, on reviendra tout à l'heure sur ça, parce qu'il y a un exercice, n'est-ce pas? Je oui, reviendrai d'accord. personnellement sur ça. Mais pour le moment, je suis en train de vous expliquer comment doit être composé votre... Alors, on est là. Donc, imaginez qu'on a terminé notre, par exemple, sujet. Là, c'est amorce. Je, là, je continue pour amorcer en expliquant. Après, j'explique le sujet. Là, après avoir expliqué, je vais poser le sujet ici, n'est-ce pas? Posez bien le sujet avec l'équipe. Là, je vais reformuler le sujet. Ça dépend. Alors, le sujet à ce niveau. Ensuite, à ce niveau-là, je vais dégager la problématique. La problématique est là. À ce niveau-là, je vais sortir le paradoxe. Le paradoxe est là. Ensuite, je terminerai par ce qu'on appelle le plan. Imaginez que donc j'ai réglé mes 6 étapes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je saute deux lignes, une ligne, deux lignes. Je vais à la troisième ligne. C'est là où quand même il doit commencer ce qu'on appelle mon développement. Mon développement. Et dans le développement, alors, qu'est-ce que je dois faire? J'ai sauté deux lignes. J'ai terminé mon introduction. Je saute deux lignes. Qu'est-ce qui doit figurer à partir maintenant de mon développement? Je vais encore augmenter un peu. OK? Alors, qu'est-ce qui doit figurer dans mon développement? Je commence par ce qu'on appelle toujours retrait de deux carreaux. Là, à partir de là, retrait de deux carreaux. Et je commence par ce qu'on appelle l'introduction partielle. Ce qu'on appelle, moi, l'introduction partielle. Introduction partielle du développement. Introduction. Alors, il y a deux introductions, même partielles. Il y a l'introduction partielle générale, on l'a dit tout à l'heure, l'autre jour, n'est-ce pas? Qui résume à quoi consiste cette introduction partielle? Résumé des deux ou trois parties à développer. Sí, À développer. Alors, ce qu'on appelle l'introduction partielle, donc générale. Nous, on avait dit, on avait l'introduction partielle générale. Pour dire qu'en fait, c'est la grande introduction partielle. Parce qu'il y a une autre introduction. Après, je vais à la ligne. Je vais à la ligne. Je ne saute pas de ligne. Je vais à la ligne, toujours même position, carreau, deux carreaux, et je fais ce qu'on appelle introduction partielle de la première partie. Introduction partielle, première partie. Voilà.
Introduction partielle, première partie. Introduction partielle, première partie. Introduction partielle, première partie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, cela veut dire quoi? Que, d'une certaine manière, il y a, alors, je dois résumer à ce niveau-là les résumés des deux ou trois parties, des deux ou trois idées, des deux ou trois idées de la première partie. Alors là, je peux donner un exemple pour quand même que les gens puissent comprendre. C'est pourquoi les deux introductions partielles. Alors, la première introduction partielle, qu'on appelle introduction partielle générale, consiste à revenir un peu sur ça. Imaginez que dans mon plan, je dois parler de la fonction divine, après la fonction militante et la fonction lyrique de la poésie. Alors, je pourrais faire une introduction partielle générale ici pour montrer que c'est l'introduction de tout le développement. Mais après chaque partie, je dois faire une introduction partielle qui va résumer les deux ou trois idées que je vais développer. Je donne un exemple ici. Alors, je peux donner un exemple d'introduction. Je vais le faire oralement. Je commence mon introduction générale. Je sais que j'ai trois fonctions de la poésie à développer. La fonction divine, la fonction militante et la fonction esthétique. Et la fonction lyrique. Je peux dire naturellement, comme ça, la poésie se particularise des autres genres par ses multiples facettes. C'est ainsi que la plupart des poètes sont reliés à un ordre divin. Monsieur, Donc, doucement, on va noter. je ne voulais pas te donner ça comme ça parce que je veux pas que vous ayez ces modèles-là je donne comme ça, c'est pas des modèles parfaits. Je donne parfois, c'est pourquoi je l'écris pas. Alors, D'accord. l'essentiel, Mame Diarra, c'est de comprendre le processus. Moi, mon souci, c'est quoi? Que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on appelle introduction partielle générale? C'est l'introduction qui va résumer les deux ou trois parties. Donc, j'ai dit que alors, certains ont rapport avec la divinité, d'autres maintenant peut-être prennent la poésie comme étant une arme de combat, tandis que il y a des personnes qui trouvent dans la poésie le meilleur moyen de soulager leur mal ou bien leur émoi du cœur. Là, j'ai introduit pour résumer les trois parties que je vais développer. La fonction divine, la fonction militante et la fonction lyrique de la poésie. Maintenant, arrivé au niveau de la première partie, qui va effectivement prendre en considération ce qu'on appelle Là. la fonction, alors, divine. Dans la fonction divine, je dois trouver au moins deux ou trois idées pour matérialiser cette fonction-là. Alors, je peux dire que le poète, alors, son rapport avec Calliope, dans la mythologie grecque, surtout la muse Calliope, donc le poète, en tant qu'envoyé, en tant que missionnaire, je peux évoquer le poète voyant, au sens symbolique du terme. Le poète doit se faire voyant par un long, immense dérèglement résolu de tous les sens. Je peux également évoquer le poète en tant que prophète ou élu ou missionnaire. Dans tous les cas, j'ai mes trois dimensions de la fonction divine. Le poète pourrait être, bon, Calliope même, c'est un rapport avec la prophétie, mais je pourrais dire donc, par exemple, le poète, au lieu de parler de poète prophète, parce que un rapport avec la prophétie, ça peut renvoyer un peu à la prophétie, le poète avec Calliope. Il dit que donc c'est Calliope qui inspire tous les poètes. Calliope, c'est une fille de Zeus, c'est une déesse qui inspire, qui dit que c'est elle qui inspire tous les poètes.
Les poètes, donc, sont des missionnaires de Kéliop, qui ont des missions bien déterminées. Donc, c'est un peu la prophétie. Mais il y a également le poète voyant. Le poète voyant, comme au sens symbolique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sait quitter le monde sensible pour le monde intelligible. Le poète qui voit au-delà du sensible, qui, comme le dit, peut s'élever et effectivement revenir et comprendre sans effort le langage des fleurs des choses muettes. Ça, c'est le poète voyant. Mais également, il y a la poésie comme don en soi. Quelqu'un qui est né poète, la poésie comme don. Et là, j'ai mes mes trois idées qui vont comment montrer, témoigner de ce qu'on appelle la dimension divine. Parce que je dois démontrer cela. L'autre a dit que la poésie est l'exaltation de la puissance du Verbe. Donc, cela veut dire que donc, la poésie c'est une question liée au don, au secret, à la divinité, à Dieu. Pour illustrer cela, pour me démontrer cela dans une partie, je dois développer minimum 3 paragraphes. Et dans chaque paragraphe, je dois effectivement expliquer une dimension ou bien un aspect qui pourrait davantage expliquer l'idée de la thèse, tester l'idée de la thèse qu'effectivement, la poésie aurait un rapport avec la divinité. Maintenant, comment procéder? Et là, j'ai mis 3. Maintenant, pour ces 3-là, idées que je viens de développer, comment maintenant je dois les reformuler pour annoncer dans le cadre d'une introduction partielle? Dans le cadre d'une introduction partielle, maintenant, je dois reformuler ces 3 idées. Et qu'est-ce que je vais dire? J'avais donné les 3 dimensions en parlant de le poète en tant que divin, le poète en tant que militant et le poète en tant que lyrique. Là, c'est dans l'introduction partielle générale pour résumer les 2 ou 3 parties. Maintenant, je dois résumer les 2 ou 3 idées de la première partie, qui se trouve être la poésie divine. La poésie divine. Alors, la poésie divine, j'ai mes 3 idées, je vais dire effectivement, j'essaie de les reformuler. Je dirais par exemple, euh, d'emblée, que je dois commencer par un connecteur logique également. Du moins, non, 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 non. Là, je ne mets pas de connecteur logique. C'est en essayant de résoudre la problématique que je vais. Mais un exemple d'introduction partielle d'une partie, et non pas introduction partielle de tout un développement. Un exemple, c'est quoi? Puisque je dois parler de la fonction divine, je me dis donc, le poète est souvent un voyant, un envoyé de Dieu, ou bien quelqu'un qui aurait reçu un don du ciel. Par exemple, de façon très simple, j'ai fait une phrase qui, pour le correcteur, l'élève a déjà énoncé les 2 ou 3 idées qu'il va développer. Dans la première partie, uniquement dans la première. Dans le premier paragraphe, il va me parler du poète, la poésie en tant que la dimension prophétique de la poésie, le poète en tant qu'un envoyé, un messie, etc., en rapport avec Eliot. Il va développer dans le deuxième paragraphe la poésie également le poète en tant que voyant. Et en troisième lieu, il va dire qu'effectivement, la poésie serait liée à une question de don. Le poète aurait reçu un don du ciel. Et il a déjà les 3 idées qu'il va développer, étape par étape, dans les paragraphes. C'est pourquoi maintenant, après avoir mis en évidence cela, qu'est-ce qu'on met? Paragraphe 1. Il va commencer, il ne saute pas de ligne, il va juste à la ligne pour démarrer ce qu'on appelle paragraphe 1. Et paragraphe 1 de quoi? Donc, de la première partie. Et paragraphe 1, qu'est-ce qu'il va dire? Poète, poète, effectivement, prophète. Ou bien la poésie en rapport avec la prophétie. La prophétie, donc le poète est un envoyé, un missionnaire. Alors, Victor Hugo l'a dit, c'est celui qui, sur toutes les têtes, en tout temps pareil au prophète. Mais en tout temps pareil au prophète. Ça veut dire que le poète a la même mission que le prophète. C'est un envoyé. Il est venu sur Terre pour quand même, effectivement, est chargé d'une mission. Mais c'est
pertinent avec le rapport avec la poésie et Calliope. Calliope qui est une fille de Zeus. Zeus qui est le dieu des dieux. Zeus a eu 9 filles en 9 nuits de noces. Parmi ces 9 filles qu'on appelle les 9 muses, qui sont des déesses, il y a Calliope. Calliope, c'est la déesse de la rhétorique, de la poésie. Elle dit que c'est la marraine de tous les poètes du monde. D'ailleurs, tout ce que les poètes du monde disent, c'est elle qui leur dit effectivement le modèle, qui leur dicte donc les vers à écrire. Voilà donc dans la mythologie grecque, c'est ce qu'on nous apprend. Maintenant, dans ce premier paragraphe, que vous allez commencer par un connecteur logique, par exemple un d'emblée ou bien d'abord, pour être simple. Et là, tu ne vas pas à la ligne, tu ne sautes pas de ligne, tu vas à la ligne, tu fais un retrait de 2 carreaux. C'est pourquoi vous me permettrez d'enlever ça. On va comprendre que c'est le premier paragraphe qu'on va mettre en évidence. Le premier paragraphe. Je mettrai quoi? D'abord. Je mets d'abord, toujours dans la même petite, d'abord. Et là, quand je dis d'abord, le poète est un homme qui est chargé souvent d'une mission, d'une mission prophétique, d'une mission prophétique. Là, regardez bien. Alors, je dis que le poète est chargé d'une mission prophétique. Alors, quand je commence le paragraphe, maintenant, comment doit être constitué un paragraphe? J'ai démis d'abord, ensuite, je dis, et j'ai donné l'idée. Maintenant, le paragraphe, il y a, en effet, pour donner l'argument, ou bien le premier argument. Je peux également, en donnant le premier argument, après donner un deuxième argument. Je dis en plus, ou bien en outre. Je donne le deuxième argument. Alors, je peux même donner un troisième argument pour mieux marquer cela. Je peux dire également, il faut ajouter pour comprendre. Pour comprendre. Alors, que, et là, c'est une expression qui va me permettre de développer même un troisième argument. Puisque je ne vous le cache pas, l'argument est beaucoup plus important que tout. Et là, je commence par donner ce qu'on appelle, à partir de là, je peux dire en guise d'exemple. Et là, j'énonce l'exemple. En guise d'illustration, et là, je donne l'exemple en guise d'illustration et je donne l'exemple ici. Alors, pour quand même donner l'exemple, et après l'exemple même, il y a ce qu'on appelle l'analyse. L'analyse, alors, si je peux me permettre, donc l'analyse, je continue ici. Alors, je continue là. Me permettez de tirer pour ne pas faire comme font les élèves souvent. Ils vont faire des tirs avec les mains, avec leurs mains, alors que vous pouvez avoir une règle pour vraiment tirer. Et là, le premier paragraphe, je suis toujours au niveau du paragraphe 1. Je peux maintenant commencer ici ce qu'on appelle l'analyse. Analyse. Analyse, c'est quoi? C'est quand tu dis ainsi donc, bien ainsi, parce que ainsi donc est un pléonasme. Ainsi, faites l'analyse. C'est comme, par exemple, une déduction. Et le premier paragraphe est fini. Qu'est-ce qui reste maintenant? On va à la ligne. On va mettre également 2 carreaux pour dire, on avait là-bas mis d'abord. Ici, on mettra ensuite pour marquer le deuxième paragraphe. Pour marquer le deuxième paragraphe. Alors, ensuite. Alors, vous pouvez toujours donc poser des questions si vous ne comprenez pas. Sinon, il est meilleur de suivre et de comprendre effectivement. Ensuite, permet de dégager ce qu'on appelle le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe. Je peux dire ensuite, le poète, la poésie peut peut-être aussi un rapport
avec, donc, puisqu'on avait parlé donc de poète voyant, avec la prédiction, ou bien parce qu'il voit l'avenir, il lit l'avenir, il anticipe, etc. Avec donc la voyance, pour dire un peu, et ça me renvoie au symbolisme. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets ensuite, je mets en effet, pour expliquer l'argument, en effet. Je pourrais remplacer en effet par un autre qui peut. Je dis car, je vis de ce fait, et là, ça commence à donner un peu, effectivement, l'argument. Et je commence l'argument, premier argument. Alors, deuxième argument, je dis en outre, pour donner le deuxième argument. Je peux même dire également, oui, Mamdiara, allez-y, Mamdiara, Monsieur, oui. lorsque vous avez dit d'abord et que vous avez bâti trois arguments là-bas, je pensais que c'était pour la première partie de la consigne. Ça renvoie à la première partie de la consigne. La première partie de la cause, c'est-à-dire, La première oh, partie de la consigne, c'est d'abord d'évoquer la fonction divine du poète. ah non, 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 c'est l'argument qu'il faut développer. Je dis, je te donne un exemple. Mm. Alors, tu sais, pourquoi on appelle dissertation l'argumentation? Je Oui, te dis que l'argumentation est l'élément le plus important. Il ne suffit pas d'énoncer une idée. C'est pour éviter que les élèves puissent maintenant faire ce qu'on appelle des juxtapositions d'arguments. Euh, Amdiara, oui, je te donne un exemple. Je dis, on peut le faire même en Wolof pour que tu puisses maintenant mieux comprendre. J'ai d'accord. l'habitude de... Voilà. Parce que si tu dis dans un premier temps, je donnerai un exemple tout à l'heure, mais par exemple, si tu dis dans un premier temps, oui, le poète est un homme qui est chargé souvent d'une mission prophétique. Tu penses que tu as déjà assez dit? Non, non. Est-ce que c'est clair? Non. Non. Maintenant, tu dois expliquer une première fois. En effet, Mhm, mhm, la plupart des poètes démontrent même à travers leur poésie qu'ils sont en rapport avec la divinité, avec un ordre suprasensible. mhm. Ça, c'est le premier. Est-ce que c'est encore suffisant? Non, non. Non. Je dois dire. En plus, Ah, d'accord. voyez-vous, je Oui, donne de oui, continuer. En plus, n'est-ce pas? oui, Alors, oui, je comprends. dans leurs écrits, donc, ils mettent en évidence des termes, des mots qui ont toujours un rapport avec la sacralité, la divinité, rapport avec Dieu. Mhm, Voyez-vous, là, mhm, c'est qui? Il faut ajouter pour comprendre, hein, toujours pour dire mhm. qu'en fait, il faut ajouter pour comprendre que, Mhm, mhm. voilà, j'explique encore que, Oui, 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 je comprends, monsieur. voilà, c'est comme ça qu'il faut. C'est qu'un argument parfois n'est pas assez écrit. Vous savez, est-ce que tu sais que la dissertation est réservée pour quelqu'un qui ne comprend, qui ne connaît rien? Qui ne connaît rien. Mhm, C'est-à-dire que souvent, les termes, excusez-moi, c'est les termes qu'on emploie, on le fait souvent avec les élèves, que la dissertation est réservée pour les cons. mhm, Quand tu lui expliques une fois, il ne comprend pas. Il faut une deuxième fois, il te dit, ah, il faut une... Ouais, est-ce que... Parce que la dissertation est réservée pour le profane. ok. Pourquoi on argumente? C'est pour que l'individu soit convaincu. Parce que l'art de la dissertation, c'est l'art de convaincre. Mhm, Parce que l'art, c'est à travers les arguments, une seule idée. Ouais, l'idée parfois n'est pas assez explicite. Dans une, dans un paragraphe, l'idée parfois n'éclaire qu'assez marginalement le sens profond des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détailler l'idée. Et c'est tous les détails que tu vas amener pour qu'il puisse davantage comprendre, pour être beaucoup plus précis. Ce qu'on appelle les étapes de l'argumentation. Il faut d'abord expliquer. Il y a des gens, par exemple, dans la démarche. Si j'avais dit, le poète est un mage. Je dis, d'abord, le poète est un mage. Tu traînes là-bas. Et là, tu dis, c'est président. Et les élèves font ça. C'est-à-dire qu'ils donnent une idée, un argument qui n'est pas clair. Ils te disent, d'abord, le poète est un mage. C'est ça l'idée. Ça veut dire, en effet, le poète, c'est quelqu'un qui a un rapport avec la divinité. Jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Il faudra davantage.
expliquer, détailler. Alors, de façon beaucoup plus précise, concise, mais précise, de façon beaucoup plus explicite, claire et limpide. C'est ça qu'on appelle l'enchaînement. Sinon, on va vous reprocher de n'avoir pas été rigoureux dans l'analyse. J'ai vu qu'effectivement, la dernière fois, on l'a expérimenté, n'est-ce pas, Mme Diarra? Et toi, tu as dit que je t'ai dit que quel était le blocage. Pourquoi? Parce que tu n'y allais pas de façon beaucoup plus précise et profonde. C'est pourquoi après le cours, quand tu m'as envoyé un paragraphe, j'ai dit, voilà, elle vient de comprendre. Mhm. Elle vient de comprendre qu'un seul argument, parfois, peut ne pas être assez suffisant pour éclairer l'idée. Parce que l'argument vise à éclairer l'idée énoncée. Mais Effectivement. parfois, un seul argument ne suffit pas. Il faut deuxième argument, troisième argument pour que ça puisse. Pourquoi maintenant je dis, j'insiste sur l'argumentation. L'argumentation, c'est la framfatialisation de l'idée. Il fait le framfatier. Vous voyez, quand tu détailles le framfatier, je vous dis une chose, il faut que je l'explique davantage. Mais les élèves sont pressés d'amener une citation. Un exemple. Ton idée n'est pas encore claire, tu donnes un exemple. Mais li nga ma wax leeragul sax bopp bi duggaguma ko da nga maa jox fa da nga may expliqué ba mu leer nga doog ma ba ma naan ah d'accord ok nga doog maa wax xaaral sax firnde bi mooy lii ah ok parce que c'est pour convaincre c'est tout un processus c'est pourquoi prenez autant de temps possible pour détailler expliquer c'est ça qu'on appelle l'argumentation si tu ne le fais pas le professeur vous reprochera de n'avoir pas été rigoureux dans l'analyse. Et ne pensez pas qu'en dissertation, je m'adresse à un professeur qui est nettement édifié, c'est un professeur, et donc normalement il connaît, etc. Bon, non. Le professeur, il se comporte en profane et te suit. Il va imaginer quelqu'un qui ne comprend pas. Si ça suffisait à ce que vous lui dites, est-ce que réellement, les détails que vous lui avez donnés, est-ce que réellement il aurait compris? Donc, il prend la place de quelqu'un qui ne comprend pas. Et c'est à vous de lui expliquer en détail, de façon millimétrée, de façon précise, de façon concise, de façon explicite. C'est ça qu'on appelle l'enchaînement des idées argumentatives. Les idées argumentatives, parce que tout simplement, c'est ça qui va convaincre. Mais les élèves font quoi? Ils ne font que de juste sa position d'idée. Il dit que le poète est un mage, le poète également est un démiurge, le poète également, il a reçu un don du ciel. Le poète tout ça, ce sont des idées. Mais aucune idée n'est expliquée. Aucune idée n'est argumentée. Donc, ce n'est pas clair, ce n'est pas expliqué, ce n'est pas de l'argumentation. L'argumentation, c'est un processus d'explication rigoureuse, de façon simple, mais explicite, avec des détails importants qui puissent permettre à la personne d'être convaincue. Sans quoi, vous prêchez dans le désert. Non, non, ça ne passe pas. Donc, voilà, donc, effectivement, c'est rigueur qu'il faut faire. C'est malheureux parfois, Mme Diarra. Tu vas voir des élèves qui sont très bien. Mhm. Voilà. Mais parfois, ils n'arrivent pas à dépasser 15 ou 16. Oh. Parce que le professeur précisera que l'élève connaît le cours, il a appris, il a quelques idées, mais c'est dans l'analyse que ça pose problème. Il n'y a pas assez de détails, il n'y a pas assez il n'a pas été assez rigoureux dans l'analyse. Oui, Mamadou Cissé. Mamadou Cissé. Alors, Mamadou, oui. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez revenir sur un pas en arrière? Ah, d'accord. Vous voulez donc les détails. Vous n'avez pas de questions. Vous voulez qu'on revienne sur... d'accord. OK. Oui. Développement, voilà. On était en train donc de présenter la copie. Voilà. En réalité, voilà un exemple de sujet. Comment la copie doit être... Comment vous devez également écrire le sujet, après l'énoncé du sujet, ensuite la consigne du sujet, et on va commencer par, effectivement, étape par étape, essayer donc d'expliquer les détails. Voilà, donc c'est comme ça, on a construit un paragraphe. Donc l'introduction, ensuite le développement, on a sauté deux lignes, et dans le développement, on a laissé donc les alinéas qu'il faut.
On a fait l'introduction générale, partielle générale. On a fait l'introduction de la première partie et on est en train de développer un peu le premier paragraphe de la partie, etc. Voilà donc un autre, etc. Oui, si c'est? Et monsieur, Oui. moi j'ai un peu de problème par rapport à l'introduction, quoi. À chaque Ah, fois, quand je fais la dissertation, j'ai des problèmes là-bas. Amener le sujet et poser le sujet, ça va, c'est beaucoup amenez de le. problèmes. Ah, Oui, d'accord. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on va faire si c'est? non, Alors, non, moi, je vais revenir sur ça. Hein. d'accord, Je vais revenir sur d'accord. ça. Maintenant, je vous conseillerais également, j'ai fait beaucoup de cours sur ça, sur la plateforme. Si vous revisitez la plateforme Mhm. d'Académie Academy, même si vous allez sur YouTube, vous verrez donc les cours qui ont été déroulés pour expliquer chaque étape avec des exemples. J'ai tout expliqué avec des exemples D'accord, clairs. Mais quand même, je me permettais d'y revenir pour te permettre un peu de comprendre l'essentiel. Voilà. Rapidement, on passe à l'essentiel et passer à notre sujet, à notre exercice. Alors, maintenant, s'il faut dire alors que la manière, la meilleure manière, donc, après le premier paragraphe, ensuite, donc, le deuxième paragraphe, je vais dire en outre, après, je dis, ah, pour, voilà, oui, je continue là, et là, je continue pour maintenant mettre en outre, si c'est assez explicite, donc, je me limite à ce niveau. Si c'est pas assez explicite, je peux amener également un autre argument, un troisième argument avec une expression euh, pour continuer. Pour continuer, et là, pour mieux expliquer, pour, ou bien mieux, ou bien il y a des expressions qu'on emploie. Mieux pour un troisième argument. Ou bien pour continuer, ou bien tu peux dire, alors, de façon beaucoup plus explicite, et là, tu peux quand même donner un troisième argument qui serait là. Et ce troisième argument, après, qu'est-ce qui reste? Tu donnes également exemple, tu dis, tu peux dire uniquement par exemple. Ou bien tu emploies les termes, tu peux amener une citation, tu peux dire, c'est dans cette perspective, c'est d'ailleurs dans cette perspective que l'auteur affirme ou l'auteur dit ceci, et là, tu peux amener ce qu'on appelle un exemple. Tu peux dire, alors, c'est dans cette perspective. Et là, que, par exemple, tu peux dire, Victor Hugo, Victor Hugo, alors, dit, deux points, ouvrez les guillemets, alors, Dieu parle à voix basse à son âme. Tu peux amener ces citations. Dieu, Victor Hugo dit, on peut préciser, là, dit dans les reins et les ombres, dans son ouvrage intitulé Les rayons et les ombres. Alors, dans son ouvrage intitulé Les rayons et les ombres, intitulé, hein, dit dans, alors, deux points, on ouvre les guillemets, Dieu parle à voix basse à son âme. Dieu parle à voix basse à son, à son âme, à son âme. Et là, tu as donné une citation. Tu peux même donner une deuxième citation s'il le veut, en disant, voilà, euh, euh, par exemple, Mansour Niang renchérit, Mansour Niang ajoute d'ailleurs, voilà, deux points ouvrés guillemets, la poésie est un don, une forte tension. La poésie est un don, alors, s'il faudra, virgule, une forte tension. Ou bien quelque chose qui aura. Mais est-ce qu'on peut nécessairement expliquer l'un que les exemples? Oui, c'est dans le cadre d'une analyse, effectivement. Hein.
C'est dans le cas d'une... C'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui, il faut nécessairement donner un exemple. Et là, je dis, la poésie est un... Non, c'est une importance. Mais il faut dire que cette citation même est beaucoup plus pertinente au niveau de la deuxième, du troisième paragraphe. La poésie comme étant un don. C'est là où, quand même, cette citation-là est beaucoup plus pertinente parce qu'ici, effectivement, on parlerait de, de le poète en tant que missionnaire. Le poète en tant qu'un envoyé, un missionnaire, c'est ça qu'on a dit. Et Dieu, quand il dit Dieu parle à voix basse à son âme, bien, on peut donner encore une autre citation de Victor Hugo en disant effectivement, surtout dans les hommes, c'est celui qui sur la tête. Hein, Dieu parle à voix basse à son âme, tu peux dire. Voilà, tu peux dire. De plus, il, de plus, il affirme dans ce texte qu'il appelle, le texte, il appelle les fonctions du poète. Les fonctions du poète, ce texte-là, dans cette partie du texte qui appelle les fonctions du poète, Victor Hugo dit quoi? Alors, euh, c'est celui qui sur toutes les têtes en tout temps paraît au fait. C'est celui qui, sur toutes les têtes, sur toutes les têtes en tout temps paraît au fait. Sur toutes les têtes en tout temps paraît au prophète. En tout temps paraît au prophète. Et là, il, il met, il met en évidence un peu que le poète est en rapport avec le prophète, avec la prophétie. Et là, ça va corroborer davantage notre idée. Pour dire également, ça, c'est le paragraphe un peu le plus long. J'ai imaginé cela plus ou moins pour que l'élève puisse comprendre comment argumenter avec les détails. Et que si on veut tendre vers l'excellence, comment on doit procéder. Il y a des partisans de moyen effort. Les élèves disent, oui, un argument, un exemple. Une idée, un argument, un exemple. C'est bon? Mais c'est toi qui as choisi d'être juste moyen. Si tu veux être excellent, fais les meilleurs moyens. Il nous faut quand même une certaine façon d'analyser, qui est un principe fondamental de l'argumentation, parce que la dissertation, c'est argumenter. Argumenter, c'est le fait de développer des idées pertinentes et cohérentes, basées sur des exemples concis et précis en vue de convaincre. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et par conséquent, voilà donc quelque part comment il faudra davantage argumenter. Et là, on a fini ce deuxième paragraphe. On peut maintenant, troisième paragraphe, tout dans la première partie. Et je dis, je continue à me dire, euh, enfin, puisque j'ai dit d'abord, j'ai mis ensuite, je vais mettre donc enfin. Enfin, alors, et je peux donner donc le poète est un homme qui, qui a reçu alors un don du ciel. Alors, là, c'est le troisième argument. Et là, dois dire en effet pour expliquer, en effet, mais car, j'explique une fois. Alors, en plus, je peux dire en plus pour deuxième argument, j'explique en détail. Et je termine pour dire effectivement, alors, euh, c'est ainsi que, pour quand même marquer, ainsi que, et là pour marquer effectivement le détail, et j'aurai, j'aurai effectivement mon paragraphe d'une certaine manière. Et là, j'ai fait une partie où j'ai développé le premier paragraphe, le deuxième et le troisième paragraphe, avec une façon organisée. D'abord, ensuite, enfin, avec un équilibre dans
différents arguments et dans les différentes idées. Et là, j'ai bâti un peu mon raisonnement. Les connecteurs logiques sont là, les transitions sont là, etc. Maintenant, j'ai fini la première partie, je dois développer la deuxième partie sur la fonction maintenant militante. Qu'est-ce que je dois faire? Je saute une ligne. Je saute pas deux lignes, une seule ligne. Et je vais sauter. Après avoir sauté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait introduction partielle, n'est-ce pas, de la deuxième partie. Deuxième partie. Alors, introduction partielle, c'est quoi? Je dois parler de la fonction militante. La fonction militante de la poésie. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois également, en parlant de la fonction militante de la poésie, montrer deux ou trois idées qui vont un peu matérialiser cette fonction militante de la poésie. Alors, les gens qui diront que la poésie est une arme de combat, hein, poésie comme arme de combat, comme arme de combat. Et là, on a ceci. Après, on va donner un deuxième argument, une troisième idée. Et là, je vais maintenant les reformuler, si vous avez compris. Je vais les reformuler. Après les avoir reformulés, je vais maintenant procéder encore. Là-bas, j'avais dit d'abord, ensuite, enfin. Là, je vais dire maintenant, dans un premier temps, dans un deuxième temps, en dernier lieu. Ou bien, je veux dire, en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu. Dans tous les cas, j'aurai mes trois paragraphes bien déterminés avec les étapes, idées, argument, exemple, analyse. Idée, argument. Normalement, non, excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. Alors, excusez-moi. Là, quand j'ai fini le premier, la première partie, je dois faire une conclusion partielle. Je dois faire une conclusion partielle. J'ai fini. Ainsi, j'ai donné un exemple là. Hein. Par exemple, je peux continuer. Je suis pressé d'aborder l'exercice. On a perdu un peu de temps, c'est pourquoi je suis un peu pressé. Excusez-moi. Alors, je peux dire en guise, alors, d'exemple, là, en guise d'exemple, et là, le paragraphe, et je donne deux exemples ou trois exemples. J'ai fait l'analyse. Maintenant, je dois faire ce qu'on appelle une conclusion partielle. Conclusion partielle. La conclusion partielle de quoi? De cette première partie. Comment faire une conclusion partielle? C'est un rappeler, et on va juste à la ligne, on saute pas de ligne. Rappeler trois idées, les trois idées déjà développées déjà développées, hein, déjà développées, les trois idées déjà développées dans cette partie, dans la première partie. Première partie. Alors, voilà en quelque sorte ce qu'il faut faire. On partit, une partie, c'est d'abord faire une conclusion, une introduction générale, une introduction partielle générale, une introduction partielle de la première partie. On fait le premier paragraphe, on fait le deuxième paragraphe, on fait le troisième paragraphe, après on fait une conclusion partielle. Voilà comment. Avant maintenant de sauter une ligne pour aborder un peu ce qu'on appelle la deuxième partie. Alors, on saute là, comme ça, la ligne là. J'ai fait, après avoir fait ça peut être uniquement un rappel. Et il y a l'une des expressions, par exemple, qui permet de faire une conclusion générale. Je vais proposer ici un modèle de conclusion générale. Je vais essayer de proposer un modèle de conclusion générale. Si vous avez compris que la conclusion générale, c'est le résumé des deux ou trois parties à développer. De deux ou trois idées déjà développées. Deux ou trois idées déjà développées. La conclusion partielle. Résumé des deux ou trois parties déjà développées. Et là,
je pourrais, parce que je dois aller à la ligne, j'ai donné l'exemple, je dois aller à la ligne, qu'est-ce que je fais? Je vais dire maintenant une expression à l'issue, à l'issue de l'analyse de cette partie, virgule, à l'issue de l'analyse de cette partie, virgule, on peut, on peut ainsi, on peut ainsi retenir que le poète, dans la première idée, qu'est-ce qu'on avait dit? Le poète est un prophète. Deuxième partie, le poète est un voyant. Troisième partie, non, pas partie, paragraphe. Première idée, le poète est un prophète. Deuxième, le poète est un voyant. Troisième, le poète a reçu un don du ciel. Et là, je dois reformuler cela. Je dis maintenant, le poète, on peut retenir que le poète pourrait être un prophète, virgule, un voyant, hein, un voyant, puis- puisqu'il, puisqu'il l'a, puisqu'il a reçu un don du ciel, du ciel. Et là, j'ai résumé les 2 ou 3 idées que j'ai développées. Donc, j'ai énoncé les 2 ou 3 idées dans le cadre d'une introduction partielle. J'ai développé chaque idée. Maintenant, je viens pour fermer, pour rappeler, donc pour faire une déduction. Et ainsi donc, à l'issue de l'analyse de cette partie, on peut retenir. C'est ça ce qu'on appelle une démonstration. Quand vous le faites, le professeur, le correcteur saura que cet élève-là est en train de résoudre une équation, comme dans une mathématique, comme dans les mathématiques. Il est en train de régler le problème. Parce que la question quoi? Et la question posée au niveau de la problématique, en quoi le poète pourrait être, la poésie aurait un rapport avec la divinité. N'oublie pas que la thèse nous dit que la poésie est l'exaltation de la puissance du verbe. Cela signifie que donc le verbe, c'est la parole de Dieu. Le poète, c'est une façon de dire, le poète est en rapport avec la divinité. La poésie est en rapport avec la divinité. Pour montrer que le poète est en rapport avec la divinité, quelles sont les explications qu'on peut amener? On a dit effectivement que oui, certains poètes ont rapport avec la divinité puisque certains poètes ont reconnu qu'il y a un ordre suprasensible dans la mythologie grecque qui leur parle, qui leur dit ce qu'ils doivent effectivement écrire à l'image donc de Calliope. On a donné donc des exemples. On peut ce rapport-là en poète en tant que effectivement quelqu'un qui aurait un rapport avec un être suprasensible. C'est Dieu, comme le dit Victor Hugo, Dieu parle à voix basse à son âme. Calliope dit que c'est elle qui inspire tous les poètes. Donc, les poètes ont un rapport avec un ordre suprasensible, d'où le caractère métalinguistique du langage littéraire, du langage poétique. La poésie a un rapport avec le langage poétique. Est un métalangage. Pourquoi? C'est un langage au-dessus du langage simple qu'on appelle le verbe. Le verbe. Et le verbe, c'est la parole divine. D'ailleurs, dans la Bible, on a dit au commencement était le verbe, et le verbe, c'est Dieu. Dieu créa le monde par le verbe. Dieu dit le monde soit et le monde fut. Donc, d'où l'impérieux rapport, en tout cas, entre la poésie et la divinité. C'est clair. C'est ça qui a été vraiment très déterminant, très explicite. Alors, deuxième aspect, c'est quoi? La poésie en tant que voyant. Ça, c'est les poètes. C'est l'exemple des poètes symbolistes. On l'a expliqué. Ensuite, maintenant, il y a les poètes lyriques en troisième partie, qu'on va dire. Maintenant, l'essentiel, c'est quoi? C'est que je dois développer un paragraphe, une partie. Dans les parties, il y a des paragraphes. La première partie, c'est la thèse. La thèse, j'ai 2 ou 3 idées. Je vais les bâtir sous forme de paragraphes. Avec une analyse rigoureuse qu'on appelle l'enchaînement des idées ou bien la rigueur dans l'analyse. Si vous le faites,
introduction partielle, premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, et vous faites une conclusion partielle avant d'annoncer ce qu'on appelle la deuxième partie. Et pour annoncer la deuxième partie, tu peux juste poser une question. Tu vas à la ligne, tu poses une question. Tu peux dire en quoi le poète peut être aussi un homme engagé, pour être simple. Et là, ça annonce la dimension, la deuxième partie qu'on appelle la fonction militante. En quoi le poète peut être un homme. Et là, tu as annoncé. Et là, tu commences une introduction partielle pour développer. Et là, tu commences maintenant, tu vas sauter une ligne pour développer la deuxième partie. Partie 2. Et là, tu vas faire une introduction partielle de la deuxième partie. Introduction partielle. Alors, l'introduction partielle de cette deuxième partie, c'est quoi? L'introduction partielle de cette deuxième partie, c'est quoi? On essaiera maintenant de voir, c'est la fonction, alors, militante de la poésie. Et tu vas procéder, la même chose. Tu vas résumer les 2 ou 3 idées que vous allez développer pour parler du militantisme. Et il serait bien dans la technique. Souvent, il y a des élèves qui après avoir illustration, pourraient accompagner cette idée. Il y a des gens également qui s'inspirent des citations pour imaginer des idées qu'ils pourraient développer. Les 2 côtés sont bons. Les 2 côtés sont très bons. Vous choisissez de une idée, parce que vous savez qu'au-delà de l'argumentation, vous devez donner un exemple. Ça, c'est clair. Et maintenant, l'idée pourrait t'inspirer des illustrations ou bien une illustration pourrait t'inspirer une idée. Mais il faut énoncer l'idée, après tu vas développer pour maintenant marquer cela. Voilà en tout cas pour la première partie, ce que je voulais vraiment dire et vous montrer comment on doit présenter la copie à l'examen qui mérite. Et les copies qu'on a corrigées, véritablement qui ont eu d'excellentes notes, alors je pense que j'ai gardé 2 copies en fait, à travers l'expérience que j'ai eue dans la correction, qui ont été vraiment des copies extraordinaires, de très bonnes copies, et à qui j'ai donné 18 au bac. L'une des copies, c'est moi, l'autre copie, c'est un autre collègue qui a donné 18, et j'ai eu le temps donc de photocopier, de photographier un peu cette copie, et c'est pour en donner un modèle d'élève. Mais voilà l'organisation qui a été rigoureusement menée. Mais l'élève, effectivement, en dissertation, a eu 18. On a eu également donné à maintes reprises donc des 18, mais ce sont des élèves qui ont présenté des copies. Voici un modèle de copie qui mériterait effectivement, dans l'organisation, au-delà même de la pertinence ou de la quantité des idées, alors c'est d'abord l'organisation des idées, comment les idées sont organisées. S'il y a des questions à ce niveau, nous vous écoutons avant d'attaquer un peu l'exercice, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Monsieur, monsieur. Oui, allô. Oui, monsieur, est-ce qu'on peut capturer les idées que vous nous avez données ici avant de Euh, passer? c'est dans la plateforme déjà, hein. Ah, On va ouais, mettre ça dans d'accord. la plateforme. C'est-à-dire que Ah, je d'accord. vais les organiser parce que l'écriture n'est pas lisible. Je vais les organiser pour les mettre dans la plateforme. Vous comprenez? On Oui, va les d'accord, monsieur. organiser, voilà, de façon beaucoup plus. Je vous donnerai également, je posterai le modèle de copie dont vous parlez, de l'élève qui a eu 18, par exemple, au bac. Et j'ai donné juste une idée et que vous verrez donc comment il a su organiser. Hein, parce que pour que vous puissiez vous en inspirer. Alors, vous avez des idées beaucoup plus pertinentes que même les idées que je donne là. Je dis donc, on donne uniquement dans l'improvisation des exemples, mais l'essentiel, c'est de comprendre le mécanisme, le processus, comment maintenant procéder. C'est bon? Alors, si c'est, Momodou? Vous avez envoyé en Allô? résumé comme ça. Alors, je Vous dis dites? que Ah oui. Ah, quand vous envoyez ça dans le groupe, c'est de cette manière, en résumé comme ça, n'est-ce pas?
Dans le groupe, ce que nous allons envoyer comme modèle, c'est beaucoup plus Oui. détaillé que ça. C'est beaucoup Ah, plus ok, détaillé. d'accord. J'ai prévu de donner pour chaque idée au moins 3 ou 4 D'accord. arguments avant de donner 2 ou 3 citations avant de faire l'analyse. C'est beaucoup plus détaillé dans le modèle qu'on va poster sur qui pour vous donner un modèle de dissertation vraiment avec tout ce que je viens d'expliquer là, avec les détails, avec les connecteurs logiques également, qui permettent d'introduire chaque étape. Ok. C'est bon? Monsieur, Oui, c'est bon, merci. Allez-y, wow. Yahya, est-ce que vous pouvez nous faire une petite résumé pour ceux qui sont en retard? ceux qui Petite sont en synthèse. retard, oui. D'accord. Oui, je vais maintenant faire un petit résumé. Euh, Merci. c'est Yaha Ndawa. Oui, c'est Yaha, moi. pourquoi vous avez tardé à vous connecter? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un cours? Hein? Pourquoi vous avez tardé à regagner la plateforme? Pourquoi vous êtes en retard? J'étais à l'école. Ah, vous étiez à l'école. On doit Oui. également vous fournir un billet d'entrée, quoi. Vous êtes en quelle école? L'imam là. À Lyon, Oulaye. Ah, d'accord, c'est bien. Alors, donc, Yaha, donc on était en train d'expliquer ce qu'on appelle la copie idéale d'un candidat à l'examen à l'épreuve de la dissertation. Comment on doit procéder? Comment l'élève doit procéder? Comment l'élève doit présenter donc. On va prendre une autre question, peut-être c'est la même chose. Aïssatou Ly? Oui, monsieur. Oui, allez-y. Vous avez une question? Oui, bonjour. Allez-y. Euh, Bonjour. Monsieur, j'aimerais savoir si ce genre de sujet, c'est pour aussi les élèves de la terminale S. Les élèves de la terminale S, c'est le samedi prochain que je vais traiter un sujet sur ça. Mais on procède, c'est pas le même thème. Peut-être on Mhm. va pas vous parler, on va vous parler de la poésie, hein, Oui. mais par exemple, on va vous parler du poète et du scientifique. La thèse pourrait Et- être ça. La thèse pourrait être ça. Donc, comment le poète appréhende, par exemple, la divinité, ou bien comment le poète est devenu un être, on peut dire le littéraire, quoi. Le littéraire est un homme des utopies ou bien un homme métaphysique ou un homme qui est en rapport. On peut vous donner un peu ça. Et puis, mais après, on met de l'autre côté également le scientifique, comment le scientifique également réagit. Et dans une perspective synthétique, vous allez parler donc des compétences ou des aptitudes de chacun. Ce sont ces genres de sujets-là. Maintenant, le sujet que qu'on va faire le samedi prochain, c'est pédagogique. C'est un sujet effectivement qui a été de. Ça, c'est le bac. Le bac, non, le sujet qu'on va traiter, c'est le bac de 2017 en littérature. Pour les élèves de série L. Le bac, la dissertation du bac 2017 également pour les séries scientifiques, c'est le samedi prochain qu'on va traiter ça. Vous avez compris, c'est tout? Mais il n'y a pas 1000 manières de faire une dissertation. C'est la même méthodologie qu'on emploie. Il Oui. n'y a que les thèmes qui changent. C'est tout. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Voilà. La semaine prochaine, donc, on va traiter un sujet qu'on a donné au bac scientifique. Alors, maintenant, pour Yaha, donc, on était en train de voir comment vous devez présenter votre copie à l'examen. Copie de dissertation. La première partie, comme vous l'avez l'habitude de voir, je ne sais pas, Yaha, vous êtes en ligne? J'aimerais vous poser quelques questions par rapport relatives à votre organisation au niveau de l'Imam Moulay. Yaha Ndaw? Mhm. Allô, oui. Oui, Oui, monsieur. Yaha. Comment vous avez l'habitude de. Quelles sont les feuilles? Alors, il y a du bruit derrière, hein. Quelles sont les feuilles que vous avez l'habitude d'utiliser en terminale, par exemple? Est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer donc les feuilles qu'on donne en examen, surtout pour un examen blanc ou une composition? Ou bien il y a les feuilles classiques là, les feuilles doubles que vous déchirez que vous prenez sur vos cahiers parfois, que vous employez. Quels sont les genres de feuilles que vous avez l'habitude d'employer, vous, personnellement?
Monsieur, Oui, c'est pas grave de faire une synthèse puisque c'est pour les élèves. d'accord. Il y a du bruit derrière. D'accord, c'est bon. On a compris. Maintenant, pour vous parler de la copie, c'est quoi? Il y a des informations. Donc, il y a le sujet 3 qui est vers le sujet dissertation. Il y a le sujet comme épreuve. Il y a également le sujet comme le sujet de réflexion. On met le sujet 3 dissertation, on met le sujet, on recopie l'énoncé et on recopie la consigne. Après, maintenant, cela, on saute deux lignes. On commence notre introduction, mais il faut laisser une marge de deux ou trois carreaux. Et vous commencez à en faire un retrait alinéa. Vous commencez votre introduction en faisant ce retrait-là. Et vous commencez donc à énoncer l'idée, à amorcer l'idée, à amorcer le sujet, vous posez le sujet, vous reformulez le sujet, vous dégagez la problématique. Alors, vous faites le paradoxe et le plan. Et maintenant, vous citez deux lignes, entamez le développement. Dans le développement, il y a ce qu'on appelle une introduction partielle générale, qui va résumer les deux ou trois parties de votre devoir. Mais il y a une introduction partielle de la première partie, où vous allez résumer les deux ou trois idées à développer. Ensuite, maintenant, vous allez à la ligne, vous commencez le premier paragraphe avec un connecteur logique comme d'abord. D'abord, ça permet donc d'introduire la première idée de la première partie. Après, vous l'argumentez avec un effet. Il peut y avoir maintenant deux ou trois arguments pour mieux expliquer l'idée principale. C'est pourquoi vous pouvez dire en effet, vous pouvez également en plus, et vous pouvez terminer même par un troisième argument, il faut ajouter pour comprendre. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez donc en guise d'illustration, c'est pour donner l'exemple. Après l'exemple, vous expliquez l'exemple sous forme d'analyse. C'est ça le premier paragraphe. Donc, un paragraphe argumentatif d'une partie. Le premier paragraphe commence par un connecteur logique, d'abord, après un retrait alinéa. Et on va développer l'idée, on va énoncer l'idée, on va le développer trois reprises, expliquer ça en trois reprises, avec un effet en plus, et il faut ajouter pour comprendre. Ensuite, on donne une citation, ou bien un exemple, illustration, et là, on analyse l'exemple. C'est ça, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, on va faire le deuxième paragraphe pour effectivement parler de ensuite. Ensuite, pour maintenant annoncer la deuxième idée. Ensuite, vous argumentez une fois, deux fois, trois fois. Vous donnez un exemple illustration. Et également, vous pouvez donner des citations et après, vous faites également l'analyse. Après, vous allez dans le troisième paragraphe, n'est-ce pas? Hein? Ici, on a, après le troisième paragraphe, on fait une conclusion partielle. Une conclusion partielle qui vise à résumer les deux ou trois idées. Maintenant, on saute une ligne pour aborder ce qu'on appelle notre deuxième partie. Et la deuxième partie ici, là, dans la première partie, on a parlé de la fonction divine. Dans la deuxième partie, on parle de la fonction militante. Et c'est ça qui a fait, effectivement. Ce qu'on était en train d'expliquer, comment organiser votre copie, c'est juste un exemple qu'on a ici et nous y reviendrons principalement. Maintenant, nous allons passer à notre exercice rapidement pour terminer en beauté. Alors, le bac 2017 en dissertation. Il faut dire qu'effectivement, il y a le sujet, pour traiter le sujet, on avait besoin quand même de quelques arguments. Et les arguments, c'est quoi? Les arguments, c'est effectivement, souvent, alors, sont inspirés des exemples, parfois étudiés en classe. Je vous présente ici un poème. Avant qu'on parle du sujet, je vous présente ici un poème qui s'appelle Liberté de Paul Éluard. C'est un poème très illustratif. Et vous allez me voir, me montrer après, me dire, ce poème-là permettrait d'illustrer quelle fonction de la poésie. C'est important. Après, nous allons voir un deuxième texte, après un troisième texte, et vous allez effectivement, à partir de ce texte-là, nous proposer de traiter le sujet donc, de la dissertation, parce que vous aurez assez d'arguments pour pouvoir traiter ce sujet-là. Alors, le texte s'appelle Liberté de Paul Éluard, Poésie et vérité, 1942. Alors, Paul Éluard, vous le savez, c'est un poète surréaliste, donc du XXe siècle, et par conséquent, quelqu'un qui est très déterminant. Alors, qui va nous permettre un peu de lire le texte? Un élève, qui va nous permettre de lire le poème. Oui, Fatima Cham, Oui, monsieur. allez-y. Liberté de Paul Éluard, Poésie et Oui, vérité, en 1942.
Oui. Sur mes, sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le Mhm, sable, sur la neige, j'écris mhm, ton nom. mhm, Sur toutes les pages lues, mhm, sur toutes les pages blanches, mhm, pierre sans papier ou cendre, mhm, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur mhm, la jungle et le désert, mhm. sur les nids, sur les genêts, sur Sur l'écho les de nids. mon, Mhm. sur les nids, sur les Ouais, genêts, ouais. sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur Mhm, les merveilles des nuits, sur mhm, le pain blanc des journées, mhm, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur mhm, tous mes siphons d'azur, mhm, sur mhm, l'étang soleil moisi, sur mhm, le lac lune vivante, j'écris ton nom. mhm. Sur les sangs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le Sur moulin les ailes, des sur ombres, les ailes, et sur les sur ailes les ailes, sur les des ailes oiseaux. des oiseaux et sur Mhm, le moulin des ombres, mhm, j'écris ton nom. mhm, Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la mhm, montagne démente, j'écris ton mhm, nom. mhm, Sur la mouche des nuages, mhm. sur Allez-y. les cieux de l'orage, sur Mhm, la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. mhm, Sur les formes scintillantes, sur mhm, les cloches des couleurs, mhm, sur la vérité physique, j'écris mhm, ton nom. mhm, Sur les sentiers éveillés, sur les mhm, routes déployées, mhm, sur mon sien gourmand et tendre, mhm, sur ses oreilles dressées. mhm. Quand tu dis sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom après. Bon, ça reste ça. Voilà. Ah, Sur les sur les sentiers. sentiers éveillés, Ouais. sur les routes déployées, sur Mhm, les places qui débordent, mhm, j'écris ton nom. Sur mhm, la lampe qui s'allume, sur la mhm. lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Voilà. Oui. Maintenant, on va à la deuxième cue, hein. Sur le fruit Sur le coupé. fruit coupé en deux, du Mhm, miroir et de ma chambre, sur mhm, mon lit coquille vide, j'écris ton mhm, nom. Sur mhm, mon sien gourmand et tendre, sur mhm, ses oreilles dressées, sur sa mhm, patte maladroite, j'écris mhm. ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur Oui. les objets familiers, sur le Mhm, flot du feu béni, j'écris mhm, ton nom. Sur toute chair accordée, sur le mhm, front de mes amis, sur mhm. chaque main qui s'attend, j'écris ton nom. Sur la vitesse des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares Refuge. écroulés, Refuge, refuge. quoi. Détruit, hein. Je sais Mhm. que je suis une chérie, c'est pourquoi. Et c'est ça, allez-y. On a vu, on a vu Senghor, hein. C'est bien, tu lis bien, hein. Sur mes refuges détruits, sur Ouais, mes phares écroulés, ouais. sur les murs de mon ennui, Mhm, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la mhm, santé revenue, sur le mhm, risque disparu, sur mhm. l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté, pour Éloire. Parce que, parce que, merci en tout cas. Merci beaucoup. Ça a été très bien lu. Maintenant, on va rester avec vous, Fatima. Personnellement, après avoir lu ce poème-là, qui est un poème assez révélateur, alors, dont vous avez vraiment vu les mots très forts que l'auteur a employés. Et ça vous permettrait d'illustrer quelle fonction de la poésie? Hmm. C'est la fonction lyrique. Lyrique. Quand tu as parlé de la fonction lyrique, l'auteur parle de qui ici? Parle de quoi ici? Hmm. L'auteur parle de quoi? Il parle de quoi?
Hmm? Alors, qui d'autre pourrait réagir? Cette fonction-là nous permet d'illustrer quelle étape. Alors, Mamgour, vous êtes venu en retard aujourd'hui. Mamgour Sow, je viens de vous voir. Alors, il s'agit de la liberté, effectivement, comme Soare Ndaye Gillan l'a dit. Donc, il fait l'éloge de la liberté. Quelqu'un qui est pour la liberté, qui chante la liberté, qui fait l'éloge de la liberté. Alors, comment on pourrait effectivement davantage le déterminer, justement? Quelle fonction pourrait effectivement, pourrait-on accorder à un tel texte? Oui, Mamgour? Fonction militante. Fonction militante, c'est très bien. C'est qu'un partisan de la liberté. Quelqu'un qui veut, enfin, qui dit, qui chante la liberté et que la liberté partout. Regardez, jusqu'au même, quand il dit sur mon chien gourmand tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Il écrit son nom partout. Il prône la liberté. Donc, ça, c'est quelqu'un qui veut, en fait, qui prône la liberté. Et là, ça, c'est un texte assez révélateur. La liberté. Retenez bien ce texte-là, surtout pour illustrer quelqu'un qui fait un hymne à la paix. D'accord. On va peut-être lire directement le deuxième texte. Qui va y aller? Qui va y aller? Hmm. Oui, Monsieur, Abdelaziz Ngom. Hmm. monsieur, Oui, allez-y, Fatima. je vous ai dit la fonction libre parce que je pense que le poète est en train de parler sur lui-même. Non, non, il écrit la paix partout. C'est un partisan de la paix. Il est pour la liberté et la paix. Il n'est pas pour la guerre. Il veut que les choses. C'est ça. Il écrit le nom de la paix partout. Même sur sur les oreilles dressées du chien. Oui. Tout. C'est ça. C'est un hymne à la liberté ici. Et là, il y a vraiment une forte dose de militantisme. C'est bon? Ok, Alors, monsieur, merci. Abdelaziz, allez-y. Oui, oui. Allez-y, Abdelaziz. Mhm. Un cercle là autour repose la ville, Oui. silencieuse et la nuit illuminée, et ornée de flambeaux s'éloignent les voitures crissantes. Ressassiés des oies du jour, les hommes retournent au repos, et posant gain et perdent quelques têtes pensives. Connaît la paix de la maison, vide de raisins et de fleurs, et vide du travail des mains repose le marché affairé. Mais des accords résonnent dans les jardins au loin, peut-être. Est-ce un amoureux là-bas, ou un homme solitaire, qui joue pour des amis lointains ou pour sa jeunesse? Et les sources toujours, et les sources toujours Ruisselante. Ruisselante ruisselantes et fraîche. et fraîches bruissent sur leur pluie parfumée. Calme dans la pénombre de l'air, carillonnent des cloches sonores, et attentif aux heures. Un veilleur crie leur nombre, maintenant passe un souffle, et, et renie la crime du bois. Voix La est cime. l'ombre de notre La père, cime du bois. C'est la cime du la bois. cime du, Du la bois. cime du bois. Mhm. Voix est l'ombre de notre terre. La lune survient, secrète. Elle aussi, la nuit, la visionnaire arrive pleine d'étoiles et bien peu inquiète de nous. Là-bas, là-bas rayonne l'étonnante, l'étranger entre les hommes et sur les collines, triste et splendide se lève. Admirables sont ses bienfaits, à elle, la plus haute, et personne ne sait d'où ni comment ils nous viennent. Aussi mortel le monde et l'âme des hommes, leur espoir. Aucun sage même ne comprend ce qu'elle nous prépare, car ainsi, le veut le Dieu le plus grand, lui qui t'aime, et par là, t'es plus cher encore que la nuit. Le jour sobre, mais parfois aussi un œil clair aime l'ombre, et cherche par plaisir, avant qu'il soit nécessaire, le sommeil. Et l'homme intègre plonge aussi volontiers les yeux dans la nuit. Oui, oui, il sied de lui, vouer des contes, des couronnes et des chants, car elle est consacrée aux démons et aux morts, mais elle-même se maintient, éternelle, dans l'esprit le plus libre. Elle,
Pourtant, elle nous doit, pour qu'à l'heure hésitante et dans l'obscurité, quelque chose nous soit saisissable. Elle doit aussi nous verser l'oubli et l'ivresse sacrée, et une parole qui afflue et qui soit, tout comme ceux qui aiment, sans sommeil, la coupe pile pleine, et la vie la plus téméraire, et la mémoire sainte qui nous tient éveillés dans la nuit. Alors, donc, c'est très bien. Alors, on peut enchaîner avec l'autre texte. Et là, on fera la comparaison nette, quoi. C'est un petit texte qui va rapidement lire et on fait la comparaison rapidement. Oui. Allez-y. Et Tamsir. Tamsir, allez-y. Mhm. Allez, Tamsir. Oui. Requiem Club 1. Mhm. Et j'ai appris comment s'effondrent les visages, sous les paupières, comment émerge l'angoisse et la douleur se grave sur les tablettes des joues, semblables aux pages rugueuses des signes cunéiformes. Comment les boucles noires, les boucles cendrées deviennent un deuil argenté. Comment le rire se fane sur les lèvres sombres. Et dans un petit rire sec, comment tremble la frayeur. Et je prie Dieu. Mais ce n'est pas pour moi seulement, mais pour tous ceux qui partagent son bonsoir. Dans le froid féroce, dans le juillet torride, devant le mur rouge devenu aveugle. Oui. Ah, il faut voir que le poème de tout à l'heure de Frédéric Waddellin, donc dans Excès de pain et vin, de l'enchantement romantique. Ici, nous avons donc le poème de Anna Akhmatova, alors dans Requiem 1935. Alors, oui. Alors, on va passer directement. Vous allez, à partir de ces deux textes-là, je vais me donc, en l'existant, on vous dit, on nous a donné maintenant le sujet qu'on a donné au bac 2017. Le poète, dit-on, doit mettre dans ses vers ses problèmes et ceux de tous. Le sujet était quoi? Discuter cette affirmation en vous appuyant sur des exemples tirés des œuvres lues ou des textes étudiés. Alors, on va voir à partir de ces deux textes qui ont été déjà donnés, alors qu'est-ce qu'il faudra effectivement faire? On a deux textes, on a deux auteurs, on a deux textes, deux auteurs, et voyez-vous, trois textes, trois auteurs différents avec des explications assez claires. Maintenant, ces trois textes-là, alors, nous permettent à bien des égards de, de régler le problème du sujet qu'on vous venez voir. Voilà. Donc, le poète, dit-on, doit mettre dans ses problèmes, dans ses vers, ses problèmes et ceux de tous. On vous demande de discuter cette affirmation en vous appuyant sur des exemples tirés des œuvres lues ou des textes étudiés. Alors, j'ai voulu vous présenter trois textes que vous allez lire. Alors, je vais vous dire que ces trois textes sont assez illustratifs pour vous permettre un peu de régler, de traiter convenablement ce sujet-là. Relisez le texte, les trois textes, avec détail, avec précision, et essayez d'aborder ce sujet-là qui a été donné au bout. Vous aurez alors les arguments nécessaires, si vous êtes vraiment attentif, pour quand même traiter convenablement. Nous allons peut-être prochainement vous interpeller sur ça. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport? Peut-être que on va d'abord dégager la problématique et vous permettre un peu de régler le problème à partir donc, des textes qui ont été déjà lus. Pour vous dire quoi? Parfois, pour certains textes, on a besoin nécessairement de, pour traiter certains sujets, on a besoin nécessairement donc, de bases. Les bases, parfois, sont les cours étudiés ou surtout les textes abordés en classe qui pourraient permettre un peu de régler certains problèmes. Tamsir, rapidement.
Euh, D'après mon analyse, donc on compare les deux sujets. Allô, oui, d'après votre analyse, On compare les deux sujets. on compare les deux sujets. On fait Alors, une comparaison. quelle est la thèse de ce sujet-là? Les poètes, dit-on, doivent mettre dans ces, le poète, dit-on, doit mettre dans ses vers, ses problèmes, et c'est de tous. Et dans la thèse ici, on parlerait de quelle fonction? De la Dans la fonction thèse engagée ici, la fonction engagée qu'on appelle plutôt fonction militante. militante. Alors, la fonction militante. Alors, est-ce que les textes que vous avez étudiés vous permettent un peu, qu'on a combien de lire, nous permettent un peu, quel est le texte qui nous permet un peu qui nous permet de régler la question de cette fonction-là, avec tout ce qu'il a fait, C'est le premier texte. le premier texte. Et maintenant, là, comme antithèse, qu'est-ce que vous devez faire? Parce qu'on vous a dit, discuter cette affirmation en vous appuyant sur des exemples. Là, l'auteur dit que le poète nécessairement doit mettre, ses vers, ses problèmes dans ses vers. Doit mettre dans ses vers ses problèmes. Et c'est de tous. Donc, il ne reconnaît ici qu'une seule fonction de la poésie, c'est la fonction militante. Pour développer l'antithèse d'un tel sujet, qu'est-ce qu'on peut employer? Quelle fonction on peut convoquer pour nécessairement, nécessairement régler la question ici de ce sujet-là? Didactique. Didactique. Oui, didactique didactique. Pourquoi vous n'avez pas le didactique? Ici, la fonction, l'auteur nous dit que pour quand même montrer l'antithèse, ça devait être un peu quelque chose qui serait le contraire de ce que l'auteur dit. L'auteur dit doit forcément, le poète doit mettre dans ses vers ses problèmes. Et ce, de qui? Cela signifie, certains vont vous dire que ces problèmes pourraient renvoyer à la fonction également lyrique. Pour parler donc de ces problèmes. Donc, quelque part, il reconnaît la fonction lyrique et la fonction militante. Doit mettre dans ses vers ses problèmes à lui. Ces problèmes-là pourraient être donc ces problèmes de cœur, ces problèmes de sentiments qui seront personnels. Les problèmes de tous renvoient donc à un certain militantisme. Voyez-vous? Et donc, de ce point de vue, il y a quand même. Alors, mais dans tous les cas, ces problèmes, quand il a évoqué des problèmes, quelqu'un qui aborde uniquement la fonction militante, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a des gens qui affirment tout le contraire de ce que l'autre a dit. Quelle est la fonction qui est tout le contraire de ce que l'auteur a dit? Hmm? Mhm. Khadijatou Diop, Khadijatou, C'est pas la fonction lyrique. la fonction lyrique. Oui. Oui, parce que vous savez, dans la confusion avec Khadi, la fonction lyrique, c'est qu'en fait, l'auteur, quand il dit mettre dans ses vers ses problèmes, on peut parler donc de la fonction lyrique. Mais quand on dit discuter le contraire de tout cela, par exemple, dans ce sujet-là, quelqu'un qui parle de la fonction lyrique, dans la tête, dans la fonction lyrique et la fonction militante, on ne pourrait rien lui reprocher. Mais quelqu'un qui parle uniquement, mais tout le contraire, c'est la fonction esthétique. Khadi, n'oublie pas qu'est-ce que Théophile Gautier a dit concernant qui? Mamgo, Fonction esthétique. fonction esthétique, c'est très bien. Mamgo, donc, Théophile Gautier Oui. dit le beau était toi, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Donc, il a parlé d'une écriture qui serait gratuite, qui ne sert ni à Massamba, ni à Mademba. Donc, une écriture qui ne doit pas être mêlée à des problèmes personnels ou à des problèmes de la société.
Donc, c'est la fonction publique. Et ça, c'est le Parnasse qui permet un peu de cela. Mais parmi les textes également, si vous lisez bien, on a des arguments. Et pensez à une perspective également synthétique. Donc, je vous recommande vivement euh, de lire sérieusement ces trois textes-là et vous verrez nettement tous les arguments qui vous permettront de résoudre naturellement cette problématique. Cette problématique. Donc, ici, il pose la question que l'écriture doit être alors mise, la culture poétique au service donc, de la société. Voilà, donc il ne reste plus beaucoup de temps, il reste 3 minutes. Alors, c'est pour vous dire quoi? Parfois, les cours qui sont étudiés en classe, les textes qui sont étudiés en classe, même dans le cadre d'un commentaire, on peut se servir de ces textes-là pour illustrer la plupart des sujets qu'on nous donne au bac. La plupart des sujets qu'on donne en composition ou en examen blanc. Alors, ces textes-là, il ne faut pas les conserver. Il n'y a pas de littérature sans texte littéraire. Les textes littéraires, vous devez les étudier, les lire, et vous trouverez des arguments, vous trouverez des idées qui vous permettront de résoudre n'importe quel sujet littéraire. Voilà donc en quoi. Et si vous lisez les trois textes, il y a le premier texte qui vous parlera de la thèse, le deuxième texte vous parlera de l'antithèse, et le troisième texte également permettrait donc d'illustrer la synthèse. Nous allons y revenir prochainement. Tout en vous disant également que tout de suite, il y a un cours qui se déroule tout de suite. Vous restez connectés. Alors, surtout pour les élèves de série S, vraiment, ils sont véritablement, les élèves de série S seront servis tout à l'heure à 16 heures. Restez connectés, vous verrez donc alors des cours de qualité avec d'éminents professeurs. C'était tout, donc nous restons alors toujours engagés à vous accompagner jusqu'à la veille du bac pour permettre en d'avoir les meilleurs résultats. D'ici là, comme je l'ai dit, restez scotché sur la plateforme, effectivement, pour suivre, parce qu'il y a d'autres cours qui sont programmés tout à l'heure. Merci et à très bientôt.